Alors oui, Voilà, c'est ça. c'est le Donc moment d'accueillir il a la oui, caméra Marc là. Bonnel. Donc Bienvenue, bienvenue dans nos studios. bonjour Christophe. Ça y est, ça a commencé. Donc vous êtes le président de l'association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard, Rance Émeraude. Alors c'est vrai, je l'indiquais aux auditrices et aux auditeurs tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la résistance. C'est pourquoi je vous ai contacté. Je vous remercie pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors avec votre association, c'est vrai, et les auditrices et les auditeurs fidèles des programmes de Radio Parole de Vie le savent, puisque vous êtes un chroniqueur régulier pour notre plus grand plaisir et apprécié. Merci. Donc de toutes ces informations, tous ces sujets que vous développez sur l'histoire, le patrimoine, le pays de Dinard, Rance Émeraude, comme l'indique le nom de votre dynamique association. Et je rappelle aussi que vous avez édité un ouvrage qui s'appelle Résistance et déportation dans le pays de Dinard. Donc le siège de votre association est situé aux 12 rue des Français libres. Ce n'est pas le fruit du hasard ? Oui, effectivement, vous avez raison d'insister sur ce fait, même si notre adresse c'est rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Donc, je veux dire, on a aussi l'aspect, je dirais, de respect de ceux qui nous conduisent vers un bon esprit. Et donc, les Français libres, c'était pas que dans la résistance, puisque si on considère la résistance du pays de Saint-Malo et du pays de Dinard, on peut considérer qu'il y a plusieurs phases de résistance dans cette période triste de 40, 44, même 45. Et je crois qu'il faut resituer les choses à la fois chronologiquement et par rapport à l'état d'esprit des populations. Euh, Chronologiquement, chacun se souvient que le 20 juin 1940, les Allemands sont à Rennes et sur la côte d'Émeraude. Par conséquent, c'est à partir du 20 juin 1940 que vont pouvoir se constituer des réseaux de résistance. Mais dans un premier temps, c'est une réaction absolument choquante des jeunes en particulier. Ils ont 19 ans, 20 ans, 21 ans, ils voient leur pays envahi, ils sont patriotes, ils ont un esprit civique extraordinaire, et ils n'ont qu'une envie, de rejoindre l'Angleterre. Alors, le général de Gaulle, bien évidemment, mais ils ne connaissent pas encore le général de Gaulle. L'appel n'a pas encore été complètement entendu. Et alors là, on voit quelques réseaux par rapport à notre pays de Saint-Malo. On voit des jeunes si rares qui sortent de l'école, donc cette volonté de servir, de soldats. On voit de jeunes pilotes qui veulent se former. Et là, c'est toute l'affaire du maquis à la fois du drame du Boira, mais aussi de certains maquis. Et puis, il y a, disons, les plus vieux qui ont fait la guerre 14-18, qui sont aussi très patriotes et qui veulent vraiment faire quelque chose. Donc, on se rend compte que la période 40-44 est une période évolutive. Alors, comment est-elle évolutive ? Bien, elle est d'abord évolutive dans le sens où, bon, pas grand-chose se passe en 40-41. D'ailleurs, les soldats allemands sont sur la place de Dinard, dorés au soleil avec les estivants. Je veux C'est dire à qu'il n'y a partir. pas de combat, c'est Il n'y a ça ? pas de combat, il n'y a aucun combat, il n'y a rien qui se passe. Il y a un envahissement, tout simplement. Ce sont les occupants. Ils cohabitent avec les locaux. Et puis à partir de 42, ça devient un peu plus dur parce qu'il y a à la fois des réseaux de résistance qui s'organisent, et d'un autre côté, on a les Allemands qui eux-mêmes s'organisent, avec en particulier Rommel, qui va, dans le cadre de l'opération Taught, créer le mur de l'Atlantique. Donc, côté allemand, on a ce Festung de Saint-Malo, cette forteresse de Saint-Malo, qui va être malheureusement décimée, l'intramuros en particulier, par les bombardements allemands en août 1944. Mais on a aussi donc un lieu très fermé par les Allemands, ce qui fait que la résistance a du mal à s'exprimer. Alors comment la résistance peut s'exprimer ? Alors la résistance, il y a deux courants. Il y a un courant qui est un courant gaulliste, suite à l'appel du général de Gaulle, mais il y a un courant communiste très fort. Les communistes ont des réseaux très organisés, sont très patriotes et font un travail considérable. On l'oublie souvent. Et je crois qu'il faut être juste en termes d'histoire et aussi bien, entre guillemets, remercier les patriotes gaullistes que les patriotes Vous voulez dire par là, Marc communistes. Bonnel, que dans une situation comme celle-ci, où la France est occupée, où il y a un ennemi,
on fait fi, entre guillemets, des différences partisanes au niveau politique. Complètement. Et d'ailleurs, on le retrouvera avec Jean Moulin, le Conseil national de la résistance. Le Conseil national de la résistance est l'émanation remarquable en 1943 de cette volonté de travailler gaullistes et communistes ensemble. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le général de Gaulle prendra des ministres communistes d'emblée. Et que les réformes sociales, les réformes de la reconstruction de la France se feront ainsi. Alors les réseaux de résistance. Eh bien, les réseaux de résistance, il y a des actes de résistance isolés au départ. Alors on va avoir... Comment est-ce que ça se manifeste, oui, d'ailleurs, ces Pardon actes de résistance? Comment est-ce qu'ils se manifestent? Ce sont des personnes qui décident de faire ces actes-là, j'ai envie de dire, individuellement ou est-ce Il y a des cas individuels, comme Marcel Brossier qui va à Rennes, qui va couper des fils de communication, etc. Ce sera quand même l'un des premiers fusillés de France en septembre 1940. Et puis il y a aussi des réseaux. Alors il y a des réseaux qui sont soit intra-entreprises, par exemple le réseau SNCF sera un réseau très important, parce qu'il faut couper les communications. La logistique de l'ennemi. Toute la logistique, absolument. Donc il faut empêcher les Allemands d'être ravitaillés en canons, etc., ou autre chose. Alors ça, c'est un premier type de réseau. Il y a aussi les réseaux qui sont liés directement à l'Angleterre. Alors là, je voudrais citer l'exemple de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Jenny de Clarens, qui a un parcours extraordinaire. Jenny, elle a fait sciences politiques. Bon, donc son père, Monsieur Rousseau, elle s'appelle Jenny Rousseau à l'époque, il est diplomate. Il l'envoie dans sa maison de villégiature à Dinard. Alors voilà Jenny Rousseau qui arrive. Et là, on a besoin, Émile Barras, le maire de Dinard, on est en 1941, il a besoin d'une traductrice. Donc il va prendre Jenny Rousseau parce qu'il est copain avec son père. Elle a 20 ans et elle va être la traductrice allemande. Mais elle va commencer des actes de résistance. D'ailleurs, Émile Barras est arrêté en mars 1941 parce qu'il a un revolver chez lui, parce qu'il a des charges poétiques contre Hitler. Donc c'est une bataille aussi dans l'esprit, c'est ça que vous absolument. Vous dites là. Et en état d'esprit. Et l'occupant le perçoit, cette menace. Oui, bien sûr. Et donc, Jenny va être emprisonnée à la prison de Rennes, mais de manière temporaire. Mais comme on n'a rien dit leur procès, elle était traductrice d'Émile Barras, paf, elle rentre à Paris. Et c'est là qu'à Paris, elle va devenir une très grande résistante, puisque liée au réseau anglais, elle parle 4 langues, elle est très très douée, eh bien c'est elle qui va, grâce aux relations qu'elle a avec les industriels à Paris et les Allemands, elle va découvrir et mémoriser les plans des V1, V2, et c'est grâce à elle que nous... Pardon, excusez-moi. C'est donc grâce à elle que nous allons pouvoir développer le fait de l'attaque des V1 et V2 par Winston Churchill. Donc voilà un exemple d'une très grande résistance qui va nous permettre d'aller encore plus loin. Et elle est née, entre guillemets, comme résistance à Dinard. Et puis il y a d'autres résistants. Il y a le réseau Overclad, il y a le réseau Caire, il y a le réseau Mithridate. Donc ça, ce sont des réseaux organisés. Est-ce qu'il y a des communications entre les réseaux d'ailleurs ? Alors, il y a pas beaucoup de communication entre les réseaux, mais on a par exemple le réseau Caire qui va succéder au réseau Overcloud parce que ces réseaux ont été décimés, parce que les Allemands, ils enquêtent, ils voient, etc. Et donc, alors quand ils enquêtent comment en fait ? C'est-à-dire que est-ce qu'ils infiltrent pour avoir du renseignement, pour savoir par recoupement par rapport à la population. Parce qu'il y a des collaborateurs, il faut appeler un chat un chat. Évidemment. À ce moment-là, on rappelle que le maréchal Pétain donc a engagé la France dans la collaboration. Et donc qu'il y a des personnes qui ont choisi en fait de pactiser avec l'occupant. Tout à fait. Ouais. Donc il y a ces réseaux qui sont à bas bruit, mais alors ces réseaux vont commencer à s'organiser et vont commencer à organiser des parachutages sur la région. Mais ces parachutages, ils n'ont pas lieu sur la côte d'Émeraude, aux yeux des Allemands, ils ont lieu dans l'arrière-pays, au niveau rural. Alors, il y a aussi un élément qui est intéressant, c'est qu'à partir de fin 1942, le maréchal Pétain, que vous évoquiez, impose le service de travail obligatoire. Et le fait d'imposer le STO, ça va
vraiment mobiliser les jeunes qui refusent le STO, refusent d'aller en Allemagne. Et donc, ça va développer les maquis. Bon, le maquis de Brouallan, par exemple, va être un de ces maquis qui va permettre ce type de développement. Alors, on a ça, et on a aussi comment dirais-je, des initiatives personnelles. Par exemple, ce groupe de jeunes qui veut aller absolument en Angleterre en 40, c'est ce fameux drame du Bouara. Ils veulent un bateau, ils vont acheter un bateau, donc ils vont à 5A. On leur demande 40 000 francs, mais en fait, ils le payent 25 000 francs parce que l'un d'entre eux, parmi la dizaine de jeunes, a eu l'argent par sa mère. Bref, ils se débrouillent, ils font en baie de la Fresnay quelques essais. Et puis le jour J, ils partent, ils sont heureux, ils sont au large, bien au-delà du Mont-Saint-Michel. Ils voient un bateau arriver, ils croient que c'est un bateau anglais, ils sont debout, et puis non, mais c'est un bateau qui vient de Jersey et qui est un bateau un destroyer allemand qui va donc les arrêter, et il va y avoir quand même 2 condamnés à mort, et les autres qui vont être soit déportés, soit torturés, soit prisonniers. Oui. Marc Modin, j'aimerais revenir sur l'Arsénite, puisque Jacques Le Gall donc, a répondu à l'appel du 18 juin du général de Gaulle, et son frère Alexis aussi l'a rejoint. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, Marc Bonnel, le général de Gaulle, le 18 juin 1940, il n'est pas très connu des Français. Donc ces gens le rejoignent, c'est une sacrée aventure quand même aussi. Là. Bien, l'aventure de Jacques, elle est extraordinaire, et je le salue parce que j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'il a fait et qu'il continue, de travail de transmission qu'il a fait pour les jeunes générations. Et l'exemple de l'Arsénite à Saint-Malo, il faut saluer l'association Arsénite et bien évidemment la mairie de Saint-Malo qui soutient cette action à Saint-Servant. Eh bien, c'est vrai que là, ce sont des jeunes qui vont partir de l'île de Saint et qui vont rejoindre le général de Gaulle. Mais on ne sait pas qui est le général de Gaulle. Mais ils ont envie de partir. Ce sont les premiers, entre guillemets, libérateurs de la France, et ceux qui vont se rendre en Angleterre et être les premiers au service du général de Gaulle. Et là, donc, on salue toute l'équipée de ces 10 jeunes d'Arsénite qui vont se retrouver en Angleterre. Alors c'est vrai que je l'indiquais tout à l'heure, Marc Bonnel, le 27 mai, c'est la date anniversaire de la création du Conseil national de la résistance. C'est une instance qui a été créée autour de la France libre, autour de Jean Moulin, pour donner plus de cohésion et d'efficacité. On a vu qu'il y a eu différents mouvements, différents réseaux, donc des mouvements de la résistance française pendant l'occupation. Moi, j'aimerais vous interpeller maintenant, Marc Bonnel, en tant que président d'une association qui s'intéresse au patrimoine et à l'histoire. Est-ce que c'est important aujourd'hui, en 2021, de parler de résistance, notamment aux jeunes ? Je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel qu'on revienne aux valeurs. Les valeurs éducatives, bien évidemment. Quand on voit certaines personnes s'exprimer à la radio et sans aucune éducation, nos jeunes, ce n'est pas l'exemple qu'on doit leur donner. On doit leur donner les valeurs de nos anciens et leur transmettre ce patrimoine. C'est aussi bien les valeurs de l'éducation. Moi, j'ai été élevé dans une famille simple. On m'a toujours appris à dire bonjour, bonsoir, au revoir, merci. Les fondamentaux. Les fondamentaux. Et je crois que c'est aux parents de donner ces fondamentaux. Puis après, il y a l'école qui apporte la connaissance, donc le connaissance scientifique. Souvenez-vous, à l'époque, moi, j'ai le cahier de mémoire de mon père sur un cahier de morale. Donc, il y a tous les mots de la morale en 1915. C'est incroyable. Donc, tout cela, il faudrait peut-être retrouver ces valeurs. Alors, c'est ces valeurs personnelles, mais c'est aussi les valeurs du patrimoine, les valeurs de l'histoire. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, c'est ce qu'on dit souvent. Ce n'est pas que ça, c'est le respect par rapport à ceux qui nous ont donné notre liberté. Et aujourd'hui, que ce soit la résistance, que ce soit la libération, on a la chance qu'il y a eu tous ces gens qui ont donné leur vie. Je rappelle quand même qu'en 14-18, il y a eu des millions de morts, et que c'était une boucherie dans les tranchées. Je rappelle qu'en 39-45, il y a aussi de nombreux morts, une guerre mondiale. Eh bien, il faudrait un peu, de temps en temps, respirer et penser à ces personnes qui sont de nos familles. Dont toutes les familles françaises ont été confrontées à ces soldats, à ces combattants, et qui étaient de notre famille et qui ont fait la France.
Et la France est aussi une France diversifiée. N'oublions pas aussi que nos entre guillemets, colonies ont beaucoup apporté à la libération de la France et que la France s'est construite grâce aux différences et à d'autres cultures. Donc je crois qu'il faut peut-être apaiser les esprits aujourd'hui et revenir à ces fondamentaux. Moi je souhaite vraiment être un simple petit soldat, un simple passeur, un passeur de mémoire, un catalyseur. C'est l'objet de l'association Histoire et patrimoine du Pays de Dinard Rance Émeraude, qui a non seulement émis ce livre sur la résistance et la déportation, que je me permets de rappeler, qu'on a publié l'année dernière, le livre sur la libération il y a 2 ans, et puis c'est aussi les Romanov, le cinéma, les grands hôtels, etc. Tout a de l'importance à la fois sociologiquement de manière quantifiée. Et puis on a un tel beau pays, Rance Émeraude. Alors maintenant, portons-nous vers l'avenir, défendons le patrimoine à travers le pays de Rance Émeraude et donc ce projet de parc naturel régional Vallée de la Rance Côte d'Émeraude. C'est ça l'avenir, tous ensemble. Merci beaucoup Marc Bonnel d'avoir accepté mon invitation dans Lance 12 pour parler de la résistance au niveau local. Et j'invite vraiment les auditrices et les auditeurs à se procurer donc ce livre Résistance et déportation dans le pays de presse de Dinard. La région Malouine. Un travail collectif remarquable. Merci Marc Bonnel et bonne continuation à vous ainsi qu'à tous les membres de votre dynamique association. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Radio Parole de Vie. À bientôt. Au revoir. Merci.